tout de suite. Chez nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Avec Alain Vaner et ses invités, tous les mercredis à midi et en rediffusion les vendredis à 16h sur Radio Arverne. Bienvenue à tous, bienvenue à nos invités. Voilà. Oui, néanmoins, pour Moza, tu vas avoir un partenaire, Mathieu Perrona. Bonjour Alain. Bonjour Mathieu. Merci de l'invitation. Président du club historique mozacois. Je commence par ça parce que c'est depuis le berceau que tu baignes dans le club historique mozacois. Ah oui, ça a été fondé, c'est une association qui a été fondée par mon père en 1964. Ouais, bientôt 60 ans. Ouais. Voilà, et qui existe toujours. Ouais. Et on en parlera tout à l'heure. Qui existe plus que jamais, puisqu'il y a maintenant les nuits du cloître qui mettent en valeur, en lumière, en relief ce bijou historique. Le festival Les Nuits du Cloître qui est organisé par la ville de Moza. Bon, il y a le club historique mozacois qui en fait partie, d'autres acteurs, mais effectivement, on essaye d'animer ce magnifique site durant tout l'été. Tu es également conseiller municipal, délégué en charge du tourisme et du patrimoine. Voilà, tout ça. Comme je baigne dedans, c'est normal, voilà. on s'en occupe. Voilà. Comme la Sainte Manu, on sera là encore dans l'histoire parce que la Sainte Manu, c'est à la fois très moderne, c'est du street art, c'est moderne, c'est jeune, mais en même temps, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine. Tout à fait. Donc, je veux dire, avec la relation patrimoine-création, on peut faire des choses magnifiques qui sont très différentes peut-être les unes des autres, mais qui se complètent. C'est ce qu'on essaye de faire en ce moment à Moza et ailleurs avec nos voisins, c'est-à-dire comment allier le passé et puis la modernité. Voilà. Et avec Mathieu Perrona. Oui, Alain. Alors Mathieu, c'est à ton tour de nous dire les merveilles que tu proposes. Et là, c'est à l'abbaye de Moza. Voilà. Alors, c'est dans un lieu historique exceptionnel, on peut le dire. Tu nous expliqueras ça tout à l'heure. On va en parler. Et surtout, on va commencer par l'événementiel. Le premier festival sur ce site exceptionnel. Ça s'appelle les Nuits du Cloître. Et ça a commencé le samedi, 26 juin. Tu en as encore tout retourné tellement vous avez fait la fête. C'était avec Tram des Balkans. Voilà, c'était un concert, le Tram des Balkans, et justement en partenariat, Amélie, avec la puce à l'oreille. Voilà, ce qui est bien. Quand je disais qu'elle rayonnait partout. Non, mais ce qui est bien, c'est que entre communes, entre associations, entre structures, on travaille ensemble parce que on a les mêmes artistes, bien on a sûr. surtout le même public, et puis c'est le même bassin de vie. Donc non, ça s'est très bien passé. Et puis il y a d'autres dates. Alors 6 rendez-vous autour de la danse, du théâtre, de la musique. C'est très éclectique. Et puis éclectique, aussi des visites pour découvrir le patrimoine historiquement. Comment tu veux par les spectacles? Alors, les 5 dates à venir. Alors le prochain, ça sera le samedi 3 juillet. Alors c'est toujours à 20h ou 21h. Je vous invite à vous rendre, alors soit sur le site de la ville de Moza ou sur les réseaux sociaux. Vous allez nous trouver, c'est assez simple, sur Facebook, Twitter, Instagram. Vous tapez Nuit du Cloître et vous aurez tout le programme. Parce que je précise qu'on a une jauge à 200 personnes parce que la cour du Cloître, on est en extérieur. Place assise, etc. Mais on peut pas mettre plus de monde pour des questions de sécurité. Donc on demande à ce que les gens s'inscrivent avant, et c'est gratuit. Alors la culture a un coût, mais on a décidé, après cette période de crise Covid, où tout le monde a envie de s'aérer, sans mauvais jeu de mots, de ne pas rester cloîtré, on ouvre la culture. Oui, tu nous le proposes, le cloître. Mais c'est un lieu magnifiquement ouvert. J'en reparlerai parce qu'il y a plus vraiment. C'est une cour avec les bâtiments monastiques, mais les galeries du cloître n'existent plus puisqu'on a eu une histoire tourmentée avec des tremblements de terre au XVe siècle, la Révolution, des privés qui ont racheté les bâtiments, et là maintenant ça appartient à la ville de Moza et une partie de la cour à Rion, Limagne et Volcan. Donc on est sur un espace public, on veut faire venir du monde, des touristes, la population, pour faire vivre ce site patrimonial. Donc le 3 juillet, c'est le concert d'instruments à cordes, du vent dans les cordes. Le 10 juillet... Des Châtel-Guyonnais, oui, ça reste toujours quand on vous dit qu'on est partenaire. Exactement. Ensuite, le samedi 10 juillet, on a l'atelier M-Dance, je crois qu'il est basé à Rion, si je dis pas de bêtises. Ils étaient à Moza auparavant, maintenant ils sont à Rion, avec l'harmonie de Moza en deuxième partie de soirée. Le 17 juillet,
juillet, une troupe de théâtre mosaquoise qui est en plein boom, qui s'appelle le Petit Théâtre qui fait du bien, et eux, ils ont réalisé leur propre pièce. Donc, ah oui, carrément. Carrément. Ça, ce sont des jeunes qui commencent à avoir un grand succès. D'habitude, ils se produisaient à l'Arlequin, donc dans les salles fermées. Et là, ce sera la première fois qu'ils vont jouer en plein air. Le 26 août, alors là, c'est le Club Historique Mosaquois, l'association que je préside, mais en partenariat avec nos voisins, Véronique Boiteville-Homez, la merveilleuse Véronique, la propriétaire du château de Portabéro, qui se situe juste derrière l'abbaye avec son magnifique parc. Vous êtes très très voisins. Oui. Ah, très voisins, parce que c'était le château à l'époque défensif de l'abbaye, et donc on se donne rendez-vous au cloître, et là on va se lancer dans une déambulation nocturne, une visite guidée de nuit au flambeau avec les façades illuminées, et c'est une manière de redécouvrir l'histoire. Comment dire, il y a quelque chose de magique la nuit qu'on ne retrouve pas spécialement la journée pour visiter certaines salles obscures comme la crypte, des choses qui fascinent les gens. Et on va terminer. Moi j'imagine dans cette déambulation écouter la voix d'Héloïse, les chansons d'Héloïse, parce que tu sais qu'Héloïse, l'amoureuse d'Abélard, elle a écrit des poèmes, elle a composé des musiques pour les poèmes, et il faudrait un jour interpréter tout ça à l'abbaye. Ah ben, on avait le projet Alain ensemble avec On connaît la chanson. On va le faire. On va le faire. Malheureusement, on n'a pas pu à cause de la Covid, mais on le fera l'année prochaine. C'est prévu ça. Et puis on termine la dernière soirée, donc la 6e soirée, le 17 septembre. C'est la veille des Journées du Patrimoine par du théâtre loufoque. Une pièce qui s'appelle Muséum, c'est le petit théâtre d'à côté. Et voilà, c'est encore une fois, comment animer un site qui a l'air très sérieux puisque c'est du patrimoine. Et en fait, on peut en faire des choses totalement décalées, populaires. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la gratuité. Mais pour les associations qui se produisent, les troupes, on a le système de la rémunération au chapeau. Donc ce qui permet aussi aux artistes et à nous de voir ce qui a plu, ce qui a déplu. Je pense que c'est assez encourageant, et surtout après Amélie, cette première soirée du tram des Balkans. Donc là on commence sur 6 soirées à l'été 2021, et puis si c'est concluant, nous on va parce que nous sommes des élus au départ, 5 élus. Je vais peut-être expliquer comment nous est venue l'idée. C'était encore une fois l'année dernière entre 2 périodes de confinement. On était lors des Journées du Patrimoine en septembre 2020. On s'est dit, allez, on va quand même ouvrir l'abbaye, on va faire une exposition d'art. C'était sur la lève émaillée, un artiste riemois, Jean Borel. Et dans le grand escalier des moines, dans le bâtiment des moines, et là, grande surprise, alors on a fait une déambulation qui était fléchée pour aller jusqu'au château de Portabéro, et sur les 2 jours des Journées du Patrimoine, au mois de septembre, on a eu entre 400 et 500 personnes. Et là, j'ai mes 2 collègues élus du conseil municipal, je vais les citer puisque elle a déjà été citée, c'est Yolande Pagnaga qui s'occupe de la programmation culturelle de l'Arlequin, et Sarah Chevalier, l'adjointe aux associations. Elles m'ont dit, mais Mathieu, avec le potentiel de ce site, on va faire quelque chose dans la cour du cloître. Et donc avec d'autres collègues, je vais citer aussi Vincent Ouslati qui nous fait, il est designer, infographiste, il nous fait des visuels vraiment magnifiques, parce que on a fait des banderoles, des oriflammes pour un peu décorer tout ça. Donc il nous fait une très très belle communication, et on s'est dit, alors où est-ce que ça se produit? Dans le cloître. C'est quand? La nuit, tout simplement les nuits du cloître. Voilà. Et on a eu cette chance-là, il faut le souligner aussi, c'est que nos collègues élus, le maire de Moza et Rion, Limagne et Volcan, on a présenté le projet. Allez, banco, on vous suit, et surtout carte blanche. Il y a cette liberté, ça fait du bien là-dessus, on respire. Donc on veut se transformer en association pour que ça soit encore plus populaire, pour qu'on ait encore d'autres idées. Et l'année prochaine, peut-être 8 soirées, on passe de 6 à 8, puis peut-être un jour 10, on va faire d'autres soirées. C'est prévu, Amélie, avec la puce à l'oreille, et notamment à l'Arlequin, parce que l'abbaye est pas très loin de l'Arlequin. Oui. Et donc quand malheureusement, parce que comme on est à l'extérieur, on est tributaire de la météo, quand il fait pas beau, on a cette solution de repli de partir à l'Arlequin quand c'est possible. Voilà, donc on essaye de faire vivre ce site touristique patrimonial pour donner une autre image de l'abbaye. C'est pas quelque chose de forcément religieux, fermé. Non, il faut que ça soit ouvert et populaire. Et surtout que sur l'abbaye de Moza, on a un projet, RLV, la communauté d'agglomération et la ville de Moza, c'est de trouver un devenir au bâtiment de l'abbaye
que la commune a acheté en 2007-2008, que tu as visité dernièrement à l'Ain, puisque on a organisé un atelier des assises de la culture de Rion, Limagne et Volcan. Et justement, cet atelier, c'était sur la création, enfin la valorisation de la création artistique. Donc ça nous donne des idées pour aussi en journée. Alors il y a les spectacles la nuit. Alors là, on n'a pas pu le faire faute de temps, mais de faire venir des artistes, de le transformer en salle d'exposition, que ça soit complémentaire, hein. Des artistes, mais moi je crois vraiment aussi au développement local. Accueillir bien sûr ceux qui viennent d'autres régions, mais d'abord faire vivre nos artistes locaux, les promouvoir. Ils ont des talents, il faut déjà que la population les connaisse. Pourquoi ? Parce que la population sera au final la meilleure ambassadrice de ces artistes-là. On a un bâtiment, Alain, tu l'as vu, avec un grand escalier, un bâtiment du XVIIe siècle avec des caves pré-romanes, c'est magnifique. 1000 mètres carrés de surface utilisable. Il faut qu'on en fasse quelque chose. Il faut que ce soit un lieu artistique, oui. Un lieu de lien, d'échange. Alors quand je dis artistique, c'est artistique et culturel, intellectuel même. Il peut y avoir des résidences où on peut trouver d'artistes. Des artistes. Moi, j'ai visité 2 cellules, j'ai rêvé. Alors, attention, les cellules, c'est pas une prison. Je précise. Elles sont magnifiques. Les cellules des moines, ce sont leurs chambres. C'était les chambres des moines. Mais déjà, voilà. un lieu comme ça, on peut travailler. Bien sûr. Il y a les couloirs, on peut se rencontrer. Il y a des escaliers magnifiques. Il y a d'autres pièces où on peut se travailler en collectif. Non, moi j'ai beaucoup rêvé en redécouvrant ce lieu que j'avais déjà vu il y a quelques années. Voilà, c'est ça. Et ça fait rêver. Ça fait rêver. Et on peut imaginer qu'il y ait là la rencontre d'artistes, mais aussi d'intellectuels sur les grandes questions contemporaines. Il faut allier absolument l'intuition des artistes et les connaissances, la rationalité des scientifiques, et des lieux comme ça, c'est fait pour ça. Et on a un bâtiment au Moyen Âge, ces lieux-là avaient ces fonctions-là. Oui, alors et aujourd'hui, ce sont donc des fonctions d'accueil artistique, culturel, pour que la culture s'ouvre. Et c'est pas qu'un bâtiment, c'est qu'on a la chance à Moza, en plein centre-ville, d'avoir un parc, donc le domaine de l'abbaye, qui fait 4 hectares et qui est toujours ouvert. C'est un peu notre mini Central Park de Moza, avec la coulée verte qui fait le lien de Rion jusqu'en Val, la coulée verte de l'Ambène. Donc on a l'aspect architecture, on a la nature, et on y fait venir la culture. Voilà, tout simplement. On a aussi le potentiel, on peut en parler du développement du musée lapidaire. Vas-y. Puisque dernièrement, j'ai rencontré, et puis je sais qu'elle est venue sur ton antenne. Je vois que tu as la passion, Julie, et ça c'est depuis ta naissance, depuis le berceau. Alors, on se ressemble là-dessus, Alain. Oui. Julie Cheveillé, la directrice des musées de Rion, musée Mandé et musée d'Auvergne. Elle est nouvellement en fonction. Elle est magnifique. Elle voulait se rendre compte des collections lapidaires. Et là, je vais en toucher un mot, puisqu'on avait un musée lapidaire et malheureusement, il a été fermé il y a quelques années. Un moment douloureux, un moment très douloureux ça pour peut l'association. Avancer, oui. Mais voilà, ce qui est positif, c'est qu'aujourd'hui, ça peut avancer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce musée lapidaire ? Ce sont 300 pièces, dont 32 chapiteaux, c'est-à-dire des sculptures, qui ont été découvertes par le club historique mozacois depuis son existence, mais les chapiteaux surtout depuis 1980, dans les murs de l'abbaye. C'est-à-dire que c'est un véritable musée de site. Et ça, c'est inédit. C'est un musée archéologique. Et alors, pourquoi on a découvert des chapiteaux dans les murs ? Eh bien, parce que malheureusement, dans la région riaumoise, il y a eu des tremblements de terre au XVe siècle. Et une bonne partie des bâtiments monastiques et de l'église se sont effondrés. Et donc, on s'est servi des chapiteaux, donc des sculptures romanes du XIe, XIIe siècle, comme matériaux de reconstruction au XVe siècle. Et nous, avec nos yeux d'archéologues, on a retrouvé toutes ces pierres pour cette collection du musée lapidaire. On a bien conscience que le musée lapidaire, on peut pas le rouvrir comme ça, parce qu'il faut vraiment une étude muséographique, de belles présentations dignes pour nos touristes et nos visiteurs.
mais l'idée est en train de germer, donc avec Julie, avec la directrice des musées de RLV, pourquoi pas d'abord, un peu comme la Sainte Manu, faire un musée numérique, c'est-à-dire photographier, alors travailler avec des étudiants et toujours travailler avec l'association, avec la ville, avec RLV, de photographier toutes les pierres et de les mettre à la disposition du public sur un site dédié, parce que voilà, il faut cette modernité. Et puis tu parlais de résidence d'artistes. Il faut qu'on fasse venir des sculpteurs aussi, oui. Parce que la pierre, c'est pas que voilà, c'est un chapiteau qui va raconter une scène biblique avec des monstres qui sont représentés ou des végétaux. Tout bon sculpteur dira que la pierre chante. Voilà, ce qui veut dire qu'il y a une véritable technique, il y a un savoir-faire derrière, et ça aussi, on doit le valoriser. Et je termine juste par parler de mon collègue qui fait les visuels des Nuits du Cloître, Vincent Ouslati. Il s'est lancé dans le projet fou de la modélisation 3D de l'abbaye de Mozat telle qu'elle existait avant les tremblements de terre du XVe siècle. Parce qu'il faut bien imaginer que l'abbaye de Mozat, avant qu'elle soit détruite dans les années 1450, l'église ressemblait aux majeures romanes d'Auvergne, Notre-Dame-du-Port, Issoire, Saint-Nectaire, Saint-Saturnin. Et donc on a un peu du mal à l'imaginer. Et lui, il nous a fait une abbaye du XIIe siècle qui sera en ligne et qui sera inaugurée à la fin de l'année. Et donc on pourra la présenter aux touristes. C'est génial. Mathieu Perrona, en quelques secondes, parce que je vois qu'on a le même défaut tous les deux, on abolit le temps quand on parle. On va venir au voisinage là, parce que cette abbaye de Mozat, c'est un site clunisien, oui. Et les voisins, ils sont aussi Volvic, Marsat, Châtel, Guyon, avec le prieuré de Saint-Coust, dont font partie également de ces sites clunisiens, de ce grand itinéraire culturel européen qui sera peut-être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais tu te rends compte le travail que tu as à faire là? Oui, c'est un gros travail. Tu vois des étoiles. Notamment, je vais la citer parce que je sais qu'elle est passionnée, tu la connais très bien. C'est un peu Madame Patrimoine de Volvic, c'est Nicole Laurent. Ah, Nicole, on la salue. On la salue, Nicole Laurent, qui est l'ancienne présidente de l'Office de tourisme de Volvic et qui a consacré, on peut le dire là aussi, toute sa vie. Elle consacre sa vie. Toute sa vie au patrimoine et au développement touristique et qui est secrétaire de la Fédération européenne des sites clunisiens. Alors, qu'est-ce que c'est Cluny ? Cluny, c'est en Bourgogne. C'était la plus grande abbaye du Moyen-Âge. L'église était même plus grand que Saint-Pierre de Rome. Et c'est un réseau monastique de 1100 dépendances dans tout l'Occident chrétien. Alors ça a disparu évidemment à la Révolution. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose de religieux. C'est pour le développement touristique. C'est-à-dire que tous ces sites, c'était ce qu'on appelait l'église clunisienne, qui dépendait de l'ordre de Cluny, qui relevait directement du pape. Et donc Mozat avait gardé son rang d'abbaye. Mozat est devenue clunisienne en 1095 au moment du lancement des croisades par le pape Urbain II à Clermont. Et Mozat avait, jusqu'à la Révolution française, une quarantaine de dépendances jusque dans l'Allier, sur la route de Cluny, et notamment nos voisins de Marsat, Volvic et Châtel. Et donc on pourrait être classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Imagine, Alain, après la chaîne des puits et la faille de la Limagne, un deuxième classement. On sait que on peut augmenter la fréquentation touristique de je ne sais plus combien, 30-40%. Et donc, imagine aussi pour nos artistes et nos acteurs locaux. C'est génial. Merci. C'est un rêve. Oh là là, on va continuer de rêver. On va faire la transition. On va sur les Mathieu Perrona. Oui. Ta rentrée à toi, alors ça va être à la fois, je suppose, la scène de l'Arlequin, puis aussi le club historique. On ne veut pas parler de ta vie professionnelle, mais sur le plan de l'engagement à Mozat, qui prend déjà beaucoup de temps. Oui. Donc. Oui. Ta rentrée à toi. Alors, ma rentrée à moi, en dehors du forum des associations, ça c'est pas vraiment mon domaine, mais toutes les associations dans toutes les communes des alentours participent pour montrer tout ce qu'elles ont à faire dans l'année, parce que il y a du temps à rattraper aussi, après cette période bizarre, après ces confinements. Il faut se retrouver, se rapprocher. Voilà, c'est ça. Imaginer de nouvelles choses. Et surtout.
puisque le forum des associations se déroule à l'Arlequin. Et donc, on a la chance d'avoir cette magnifique salle à Moza, qui est pas très loin de l'abbaye d'ailleurs, parce que c'est un espèce de pôle culturel en plein centre-ville. Je parlais du parc tout à l'heure, et notamment, c'est accessible à pied entre l'abbaye et l'Arlequin, parce que j'invite vraiment la population à venir à pied, parce que comme ça aussi, on redécouvre notre commune, la nature en plein centre-ville. Il faut le faire, il faut marcher. C'est un magnifique, allez, je prononce le mot, un magnifique outil. L'Arlequin, c'est quand même une salle avec 500 places assises pour une commune de moins de 4000 habitants, ce qui veut dire que dans les années 2000, on avait déjà axé sur le développement culturel ouvert sur la population, et on le répète, on travaille en partenariat avec nos voisins, puisque on a une programmation qui est municipale, mais on se renvoie la balle à chaque fois, c'est-à-dire que on fait de la promo et puis pour sur Volvic, sur Châtel, sur Rion, il y a 2 soirées, notamment on est en partenariat, Amélie, avec la puce à l'oreille, puisque tout à l'heure on a parlé de notre première soirée des Nuits du Cloître. Alors, bon, je pense qu'en 2022, déjà c'est prévu, nous ce sera la 2e saison des Nuits du Cloître pour l'été 2022. La puce à l'oreille est toujours la bienvenue, et 2 temps forts de la puce à l'oreille qui va venir à l'Arlequin, et notamment Amélie au mois de janvier. Si c'est oui, on aura le 15 janvier, voilà. La dernière date d'Assez Déçus. Assez Déçus. Ce sera leur dernière. Ah oui. Voilà, donc ça risque d'être c'est à l'Arlequin. Historique à l'Arlequin. Ça sera plus Assez Déçu, ça sera complètement déçu de votre départ. Nous, on démarre à l'Arlequin le 11 septembre aussi. Je vais pas détailler tout le programme. Vous retrouverez puisque Yolande Pagnaga, l'adjointe à la culture, pourrait en parler mieux que moi. Vous allez sur le site. C'est salle. Alors attends une seconde, je le retrouve. Voilà, c'est salle-arlequin.fr. Et vous avez tout le programme, et en moyenne c'est un spectacle par mois, donc toujours pareil, ça peut être one man show, concert, on n'oublie pas le jeune public. Alors là, c'est plutôt l'après-midi, il y a des dates supplémentaires avec des dessins animés, des spectacles pour enfants, on travaille avec les écoles. Et puis on a la chance à Moza d'avoir 2 troupes de théâtre. On a le TAM, le théâtre amateur mozacois, qui est une section de l'association familiale, qui existe depuis le début des années 80. Là, ils reprennent des pièces vaudeville, théâtre de Bouvard. Et tout à l'heure, j'en ai parlé, on a des jeunes qui ont formé, notamment Alexandre Faure, que je salue, qui a formé l'association Le Petit Théâtre qui fait du bien. Et là, ils réalisent leurs propres pièces. Et pour la première fois, je l'avais dit tout à l'heure. Donc auteur, la mise en scène, comédiens, les comédiens, c'est eux, les lumières, tout, voilà. Et donc, moi, je trouve ça extraordinaire. Tu parlais d'intergénérationnel, ça veut dire que, on a la suite. On a les jeunes qui prennent le relais. Mais oui, qui prennent le relais. Donc, ça fait plaisir, parce que non, la culture n'est pas morte après cette parenthèse d'1 an. Au contraire, j'ai l'impression qu'on se relance, qu'on va même encore plus loin dans l'inventivité auprès de tous les publics. Là, je regardais sur les réservations des Nuits du Cloître, on a des gens qui viennent de l'Allier, qui viennent de la Haute-Loire, à Moza. Ils savaient même pas où se trouvait Moza. Ils viennent à l'abbaye. Mais ils viennent à l'abbaye en premier, et après, on leur propose quelque chose d'autre, parce que pour eux, voilà, c'est Rion, le Grand Clermont, etc. Non, on peut faire des choses dans toutes nos communes, dans nos villages. Voilà, on accueille Piano à Rion au mois de juin. Donc là, ça sera juin 2022. Bien évidemment, il y a la semaine de la musique avec la fête de la musique. Des rendez-vous scientifiques. On parlait de la semaine du développement durable, parce que il y a aussi une ouverture artistique et culturelle sur cette semaine-là. Donc vous voyez, c'est un programme qui est très riche, et puis on essaye de travailler tous ensemble. Après, les soirées, ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est ça. Il faut que chacun ait une opinion. Moi, j'adore quand on a le retour de nos publics. Ça nous a plu, ça moins. Et puis ça nous donne des idées. On va visiter nos voisins, et puis un peu partout en France. C'est comme ça qu'on construit nos programmations, nos séances. Le court-métrage, n'oublions pas. On fait des soirées court-métrage, des soirées de visite. Voilà, non, c'est très très riche, le bassin riomois de Volvic, Moza, Châtel.
ça donne envie de continuer. Ça donne la pêche. Hein. Merci Vraiment. Mathieu. Adeline. Je voudrais juste compléter le propos de Mathieu par rapport à ce partenariat entre voisins. C'est vrai qu'il existe, la convention de partenariat est signée depuis 5-6 ans maintenant, ça, ouais. entre les 4 communes. Et on essaye effectivement d'harmoniser nos programmations, mais aussi de faire tourner le public avec une pratique tarifaire incitative. C'est-à-dire que l'abonné de l'Arlequin, il a droit au tarif réduit à Riom, à Châtel, à Volvic, et idem pour les 4 communes. Ouais, il y a des abonnements. Oui, exactement. Donc c'est aussi une façon de faire voyager un peu le public, puisqu'il a raison, le bassin de vie est le même. Et peut-être demain, on pourra signer ce partenariat aussi avec la puce à l'oreille, je l'espère en tout cas.